un sujet qui est toujours d'actualité en France, c'est l'Algérie. Donc s'il y a bien une question qui se renouvelle d'âge en âge, j'allais dire, c'est celle de l'Algérie. Nous avons en ce moment donc l'affaire Amir Dezad qui menace la fragile réconciliation entre Alger et Paris. Et au cœur de cette affaire algérienne aujourd'hui est la menace d'assassinat qui, il faut appeler les choses par leur nom, qui pèse en réalité sur Boualem Sansal. J'ai ici même raconté comment j'avais rencontré lors des journées culturelles de Perpignan de Louis Alliot, Boualem Sansal, qui est un homme délicieux, d'une gentillesse très très grande. Il était donc avec le préfet Driancourt, que nous avons reçu au Centre Charlier, et donc Boualem Sansal me dit un jour, ou plutôt j'avais invité Boualem Sansal à venir parler au Centre Charlier. Il m'a dit oui, avec quel plaisir, mais il me dit ça ne pourra pas être avant la rentrée. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit c'est que je pars, cette période-là, je serai en Algérie. Et là, j'ai été un peu étonné parce que je sais très bien comment le pouvoir algérien, je savais très bien déjà comment le pouvoir algérien n'aimait pas Boualem Sansal. Bon, la suite, on la connaît. Boualem Sansal a atterri à l'aéroport d'Alger et là, il s'est fait cravater dans la plus belle tradition barbaresque. Il faut rappeler ici, d'ailleurs, que Madame Ouria Boutelja, qui, elle, se dit pour la libération, etc., elle est une grande admiratrice, elle vante du pouvoir barbaresque, de même que d'ailleurs Assa Traoré, qui est de la tribu des Soninké, la plus vaste tribu esclavagiste algérienne. Ces dames-là, donc, sont des admiratrices du passé barbaresque de leur peuple. Alors donc, Boualem Sansal a été fait prisonnier, j'aime pas ce terme-là, a été kidnappé véritablement par un pouvoir algérien qui est un pouvoir barbaresque. On s'attendait, après les dernières visites de M. Barrot et d'autres en Algérie, parce que ça n'arrête pas, que enfin le pouvoir algérien puisse libérer Boualem Sansal, dont tout le monde, dont tous les médias rappellent que donc c'est un homme âgé, un homme malade, mais on nous annonçait qu'il sortirait probablement dans les 3 ou 4 jours, qu'il serait libéré après l'Aïd el-Dir. Il n'en a rien été et on peut craindre maintenant véritablement pour sa vie. Alors aujourd'hui, on trouve dans le Figaro une lettre ouverte des filles de Boualem Sansal au président de la République, à M. Macron. Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas notre père. Toujours est-il que la diplomatie française n'a jusqu'à présent pas été efficace. Et voilà donc maintenant, on est rentré dans le 6e mois de la détention scandaleuse de Boualem Sansal. Donc là, il faut extraire de la lettre de Nawa et Sabéa, les filles de Boualem Sansal, le propos suivant: notre père n'a plus beaucoup de force, mais il garde au fond des yeux cette étincelle qui, malgré tout, continue de croire en la beauté du geste politique. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de faire ce geste. Voilà, oui, mais enfin, dans l'état actuel des choses, alors que tout de même un pays comme la France a tous les moyens d'exiger la libération et d'obtenir la libération de Boualem Sansal. Comment cela ? Tout simplement, du jour au lendemain, la France peut décréter de ne plus accorder de visa. Et là, on sait très bien combien, donc là, ça sera un moyen efficace pour faire plier le pouvoir algérien, qui ne s'inscrit que dans un rapport de force avec la France, sans cesse réitéré, avec autour une propagande donc de désinformation absolument incroyable sur ce qu'a été le passé colonial français. Je suis assez souvent scandalisé par les propos d'un homme talentueux par ailleurs qui s'appelle Darius Rochebin, qui anime
une émission sur LCI. Darius Rochebain est un homme qui a été directeur d'émission en Suisse. Comme son nom ne l'indique pas tout à fait, en réalité, il est d'origine islamique, il est d'origine juive iranienne. Donc c'est un Iranien d'origine juive très intelligent. J'aime beaucoup ses façons de conduire les émissions, mais enfin, à chaque fois, il fait de la désinformation. Il fait de la désinformation en disant combien la politique de la France en Algérie a été abominable. Il évoque des massacres. Je voudrais un jour qu'on ait la chance d'un face-à-face avec lui, parce qu'on lui rappellerait tout de même ce qui en était de l'Algérie. Et puis, M. Rochebain ne rappelle jamais, il commence à renvoyer un peu dos à dos, et les massacres perpétrés par les Algériens et ceux perpétrés par les militaires français. Et il est dans la ligne macronienne, il faut le dire. C'est Macron qui a dit l'énormité suivante sur la colonisation française, crime contre l'humanité. Il n'y a pas eu de crime contre l'humanité de la colonisation française. Qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu des abus, c'est bien évident. En tout cas, Boualem Sansal, lui, fait partie de ces gens qui savaient rectifier les choses. Et donc, il faut rappeler tout de même que ce sont plus de 400 000 musulmans algériens qui ont été assassinés pour avoir choisi la France. Il faut rappeler que s'il y a la tragédie aujourd'hui de Boualem Sansal, il y a eu antérieurement l'héroïsme du Bachagha Boualem pour défendre comment dirais-je, le droit de la France à demeurer en Algérie. C'était un choix qui se faisait sur la base de toute l'œuvre française accomplie en Algérie. Donc là, aujourd'hui, il faut espérer maintenant, après les échecs de M. Barrot et d'autres, que Macron va finir par obtenir, en exigeant la libération de Boualem Sansal. Parce qu'encore une fois, la France a tous les moyens de cette exigence. Sinon, alors, il se déconsidère sur bien d'autres plans, mais on peut considérer que ça serait un grave échec en tant que tel pour la France, parce que là, les filles de Boualem Sansal, Nawal et Sabéa, sont dans leur légitime exigence d'une libération de cet homme qui est notre compatriote, puisqu'il a choisi la France, il se sent profondément français. Il est, comme aurait pu être français, des centaines de milliers d'Algériens qui subissent une incessante propagande, avec d'ailleurs de la désinformation sur la réalité algérienne. Faut-il dire que jamais M. Rochebain n'évoque la réalité kabyle. Or, là, nous savons bien comment, en France notamment, il y a un pourcentage important de Kabyles qui aiment la France. Il y a environ 2 millions de Kabyles en France, ça n'est pas rien. Et ces Kabyles se sentent profondément français et Kabyles, et ils exigent l'indépendance de la Kabylie. J'ai invité ici même donc le leader de leur gouvernement provisoire Ferhat Menri, et espérons donc que le poids de tous ceux qui se mobilisent pour la libération de Boualem Sansal sera suffisant. Oui, alors d'ailleurs, je parlais de l'université d'été du Centre Charlier, nous aurons la joie d'accueillir le président Ferhat Meheni, le président du gouvernement provisoire kabyle, lors de cette université d'été. Le drame de Boualem Sansal, comme le drame de la France, comme le drame des Français, mais c'est que le régime algérien n'a rien en face de lui.
et que son intransigeance et son totalitarisme se nourrissent de la faiblesse de l'État français, de la faiblesse de la République macronienne. Voilà des mois qu'on nous dit on va répliquer, ça va être la réplique graduée. Alors, la réplique, elle est graduée, mais elle doit être graduée en millimètres. La décision d'hier est étonnante. Ça va plutôt dans le bon sens. On rappelle notre ambassadeur et on expulse, par mesure de rétorsion, 12 diplomates algériens, puisque l'Algérie a expulsé de son côté 12 diplomates français. Ça commence à bouger un petit peu. Est-ce que ça va durer ? Il faut l'espérer, parce qu'effectivement, comme le disait Bernard, l'Algérie, l'État algérien ne connaît que le rapport de force et il faut réagir. Bien sûr, il faut réagir diplomatiquement. On peut aussi réagir par des biais qui sont militaires, mais par le biais de nos services. On a des renseignements sur ce qui se passe en Algérie. On a des possibilités de pression de ce côté-là. Il y a la réaction économique et financière. Geler les flux d'argent, notamment par certaines prestataires de services qui permettent de transférer de l'argent liquide d'un pays à l'autre. Bloquons ça va vite réagir. Bloquons les visas, bloquons certaines cartes vitales de potentats algériens qui sont bien contents de bénéficier des soins des hôpitaux français. Voilà, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut agir. Et il y a aussi, et Bernard le disait tout à l'heure, Bernard Anthony le disait tout à l'heure, effectivement, il y a la réplique mémorielle. Il faut qu'on arrête de se faire insulter par les gens, le pouvoir du FLN, les héritiers des gens du FLN, qui sont pas de valeureux combattants qui ont chassé l'armée française et qui n'ont combattu que l'armée française. Non, ils ont commencé par égorger des civils, des Français d'Algérie comme des musulmans qui ne suivaient pas la ligne du FLN. Il faut rappeler au pouvoir algérien, il faut rappeler aux Français, il faut rappeler à tout le monde le massacre de Melouza, où le FLN massacre tout un village parce que les habitants de son village ont la mauvaise idée de suivre un autre mouvement indépendantiste, le mouvement de Messali Hadj. Eh bien, le FLN passe le village au couteau et toute la population est assassinée. On pourrait ressortir les brochures qui avaient été éditées par la faculté d'Alger en 1957, qui montraient les sévices que les bandits du FLN, que combattait fort justement l'armée française, faisaient subir aux populations civiles d'origine européenne comme musulmane d'Algérie. Roger Hollande, notre ami Roger Hollande, avait réédité ce carnet. C'était quelque chose affreux à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais enfin, il faut que les gens sachent que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir à Alger sont les héritiers de bandes de criminels et d'assassins. Avec encadrement russe aujourd'hui, comme il y avait hier encadrement soviétique du FLN. Il faut le rappeler aussi, car le régime algérien est un régime structuré par les forces militaires et policières russes, dont l'encadrement soviéto-russe, russo-soviétique, comme vous voulez, ça dure maintenant depuis 50 ans aussi. Effectivement, l'État algérien, le régime policier de l'État algérien fonctionne selon le modèle des républiques socialistes d'Europe centrale et comme celle de l'URSS. Voilà, les mêmes principes, les mêmes modes d'espionnage, les mêmes modes de terreur et de fausse propagande. Je voudrais dire un mot justement, Bernard Anthony, de cette propagande. Vous parlez des Russes en Algérie. Il me semble que tout ça fait partie d'un ensemble beaucoup plus large et qui va du wokisme aux États-Unis, à la propagande en Amérique latine et surtout en Afrique, où l'occidental est vraiment présenté comme l'ennemi numéro un. Donc aux États-Unis, vous avez le wokisme et tout le mouvement des Black Lives Matter, les vies noires importent, n'est-ce pas, qui sont souvent issus d'universitaires communistes ou membres du Parti communiste aux États-Unis, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont extrêmement influents dans ces milieux-là et ils chauffent les populations des
soi-disant, enfin des prétendues minorités ethniques, mais qui ne sont pas si minoritaires que ça, il les chauffe à bloc pour que ces populations se révoltent contre le blanc qui est à l'origine de tous les maux, le blanc chrétien occidental, il faut bien le préciser. En Afrique, c'est exactement la même chose. Vous avez une propagande russe qui est extrêmement forte, pas seulement en Algérie, mais dans d'autres pays. Et quand il faut rappeler toujours inlassablement, c'est l'héritage de Wagner. Cette milice russe utilisée pour les opérations extérieures, qui d'ailleurs a suscité la révolte de Prigojine. Mais enfin, Wagner a changé de nom, Poutine a changé le nom de Wagner ça ne s'invente pas, Afrika Korps. Absolument. Afrika Korps, c'est comme cela que s'appellent aujourd'hui les unités russes extérieures en Afrique. Et pourquoi ? Parce que là, il y a une fascination du chef de Poutine pour le modèle nazi. Donc, fascination qui est ancienne. Elle reste, elle est passée donc de l'Afrique au centre même du pouvoir russe aujourd'hui, cette fascination pour le poutinisme et ses méthodes. Et en Afrique, donc, on a dans de nombreux pays, et surtout dans les médias russes de langue anglaise ou espagnole, auxquels on a facilement accès, on a régulièrement des grandes tribunes pour expliquer comment l'Afrique s'est libérée des colonies et qu'elle doit se relibérer des néocolonies qui sont toujours celles qui sont imposées par l'Occident au détriment des identités et de la culture africaine et de ces religions historiques. Or, s'il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que avant l'arrivée du christianisme en Afrique, comme avant l'arrivée de Christophe Colomb puis des Espagnols et des Portugais dans les pays d'Amérique latine, les religions étaient des religions de sacrifice humain, de sorcellerie. Ce n'était pas des religions de paix et d'amour et de tolérance. Bien au contraire. Donc on a cette propagande qui s'exerce de façon diverse selon les régions, mais qui s'exerce toujours selon cette même ritournelle. Le méchant, c'est le chrétien occidental blanc. Et ça, c'est partout pareil. L'Algérie, effectivement, Bernard a commencé son propos sur cette remarque, c'est que l'Algérie, l'Algérie nous colle à la peau depuis 1962, et même avant 1962. Mais le peuple français a accepté en 1962 la façon dont on a bradé l'Algérie française, la façon dont l'indépendance a été donnée. Le peuple français a fermé les yeux sur les malheurs des Français d'Algérie, chassés de leurs maisons qu'ils avaient construites, des exploitations agricoles qu'ils avaient créées, a fermé les yeux d'autant plus sur le malheur et le drame des harkis massacrés qui ont été accueillis en France dans des conditions scandaleuses. Le peuple français a fermé les yeux sur tout cela. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui nous disent oui, mais si on n'avait pas donné l'indépendance à l'Algérie, la France serait aujourd'hui complètement submergée par des musulmans. Bon, on peut constater aujourd'hui que la population algérienne présente en France équivaut exactement à la population qui était la population totale des musulmans en Algérie en 1962. Donc, on ne dit pas ici qu'il fallait absolument garder l'Algérie à la France. En tout cas, il fallait peut-être lui donner une indépendance dans des conditions correctes. Négocier non pas avec une bande minoritaire qui avait perdu la guerre, mais faire ça comme ça a pu se faire avec d'autres pays dans de bonnes conditions. Et le peuple français et la France aujourd'hui continue de payer et va continuer de payer cette mauvaise politique. Et aujourd'hui, on sent très bien que ce que les Pieds Noirs ont vécu entre 1954 et 1962 est en train de monter en France.
puisque, et le pouvoir algérien se sert de cette menace lorsqu'il y a eu l'affaire des diplomates mis en garde à vue, des diplomates algériens mis en garde à vue parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir participé à un enlèvement, à une séquestration sur le territoire national. L'Algérie a dit, l'État algérien, nous allons répliquer. Et on peut très bien se poser la question aujourd'hui de savoir si les attaques coordonnées qui ont eu lieu contre un certain nombre d'établissements pénitentiaires et de prisons françaises n'ont qu'un auteur unique. Sans doute y a-t-il des milices d'extrême gauche derrière cela, mais on peut réellement se poser la question de l'influence et de la main de l'État algérien derrière cette chose-là. Et la guerre civile, de toute façon, est en train de... On la sent venir, on sent que ça va monter, on sent qu'en tout cas, que l'État algérien se sert de cela pour faire pression pour la France. Et a priori, ça a l'air de marcher, puisque la mollesse de l'État français et la mollesse d'Emmanuel Macron ont peut-être pour cause ce chantage-là. Merci Yann de ces propos qui mériterait un jour une émission spéciale sur l'histoire moderne de l'Algérie, parce que là, cette histoire moderne de l'Algérie, en dehors de Radio Courtoisie, ça n'est pas traité dans ce qu'il est convenu d'appeler les chaînes en continu, où c'est éminemment partiel, comme je le disais par ailleurs avec la reconnaissance de son talent de l'émission de M. Rochevin. Donc là, j'aimerais bien qu'un jour, il est la courtoisie d'inviter, donc courtoisie comme à Radio Courtoisie, des spécialistes de l'histoire de l'Algérie, alors que jusqu'à présent, il y a le monopole de Benjamin Stora, donc l'inévitable Benjamin Stora, donc qui a une rente de situation avec la dénonciation de l'œuvre de la France en Algérie. Et ce n'est pas une œuvre d'historien, c'est une œuvre des informateurs sur bien des plans.